Bonne oubliée à tous, ici le l'Histoire, votre chasseur dévoué. Aujourd'hui on se retrouve pour une promenade Culture and Chill sur Bloodborne, voilà. Très heureux de faire cette promenade sur Bloodborne, installez-vous confortablement et nous sommes partis ensemble pour non seulement faire un petit tour d'horizon de ce à quoi ressemble ce jeu vidéo, mais aussi pour essayer de découvrir les références culturelles, historiques et mythologiques qu'il y a à l'intérieur. Certains d'entre vous le savent peut-être, j'ai fait il y a de ça 2 ans à peu près, un let's play Culture and Chill sur Bloodborne, et je voulais refaire quelque chose sur ce jeu vidéo parce que c'est vraiment un jeu qui m'a marqué, qui m'a profondément marqué. J'ai adoré ce jeu vidéo, c'est un véritable chef-d'œuvre, et je voulais faire une petite promenade Culture and Chill dessus, du coup en plus du let's play qui a été fait. Et on va tout de suite se téléporter dans Yharnam. Donc là c'était un New Game Plus, hein, c'est pour ça du coup qu'on repart à zéro mais que je suis stuffé, pour ceux qui connaissent Bloodborne. Et donc ce que je vais vous montrer pendant le temps de chargement, c'est ceci. Après le let's play Culture and Chill que j'avais fait dessus, j'avais écrit tout un script sur Bloodborne. Je voulais en faire une vidéo, donc lire mon script, faire le tournage, faire le montage, etc. Sauf que du coup maintenant j'essaye de faire des vidéos qui ne nécessitent pas de montage parce que faire des montages c'est beaucoup trop long malheureusement. Et donc c'est vrai, si je fais une vidéo, un tournage, un montage, bah en fait le temps que je passe sur le montage j'aurais pu tourner d'autres vidéos et ça c'est dommage. Donc du coup ce que je fais maintenant c'est directement des vidéos à partir d'OBS Studio et je fais les changements d'écran et puis les illustrations que je veux vous montrer je le fais à partir d'OBS. Voilà, c'est ce que je fais, ça me permet de faire plus de vidéos, sinon j'arriverai pas à tenir une vidéo par dimanche. Donc du coup voilà, et donc du coup je me suis dit que ça pourrait être intéressant que je vous lise en même temps qu'on se promène dans les rues d'Yharnam, que je vous lise un petit peu le script que j'avais prévu de vous partager. Mais ce script, je l'ai écrit il y a peut-être 2 ans. Il y a peut-être 2 ans, donc du coup ça remonte vraiment à un moment. Et donc voilà, donc juste avant de commencer la lecture du script, je voulais vous montrer. Donc là nous sommes dans Yharnam, zone de départ. Et ce qui saute aux yeux, on en parlera dans le script, vous verrez, c'est l'architecture néo-gothique qui est omniprésente dans le level design du jeu, hein. L'architecture néo-gothique, on va en reparler, on en reparlera dans le script, vous verrez. Et là, regardez, devant cette maison, on a ce qu'on appelle un tympan. Je crois que c'est ça, si je me trompe pas. J'avais des cours d'histoire de l'art, il y a de ça plusieurs années, quand j'étais à la fac. Tympan, église. Et du coup, je me souviens vaguement de certains éléments. Et donc, voilà, c'est bien ça, c'est bien un tympan que nous avons là sous les yeux. Regardez. Donc c'est pas évident, évidemment c'est pas le même tympan, hein, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire c'est que ce que nous voyons là, dans le jeu, c'est un tympan. Parce que, comme je vous disais, néo-gothique, Bloodborne est très inspiré par le néo-gothique. Alors attendez, architecture néo-gothique. Voilà, style néo-gothique, super. Le style néo-gothique est un style architectural né au milieu du XVIIIe siècle en Angleterre. Au XIXe siècle, des styles néo-gothiques visent à faire revivre des formes médiévales qui contrastent avec les styles classiques dominants de l'époque. Le mouvement néo-gothique a eu une influence importante en Europe et en Amérique du Nord, et il y a peut-être eu davantage d'architecture gothique construite au XIXe et XXe siècle à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance, grâce à l'influence de ce style architectural. Ok, d'accord, moi ce que je veux vous dire, c'est que cette architecture, du coup, elle est caractéristique, on la reconnaît sans s'y tromper. C'est-à-dire que, hop, si on regarde ces éléments, est-ce qu'on a des... Oui, on a là la cathédrale de Cologne, néo-gothique. Ce qui caractérise le gothique, le néo-gothique, c'est le fait qu'il y a... Alors je ne vais pas vous parler avec des termes d'architecture parce que je suis pas assez calé, mais en gros, il y a beaucoup de fioritures, si vous voulez. Si vous regardez le toit, il ne se contente pas de faire quelque chose de lisse, il y a tout un tas de petits éléments qui donne cette caractéristique, on dirait comme de la dentelle si vous voulez, quand on regarde par exemple la façade de la cathédrale de Cologne là en l'occurrence. Et du coup voilà. Donc on va pouvoir en reparler. Hop, on repart ici, on va un petit peu avancer. Donc dans Bloodborne, regardez, en face de nous, néo-gothique est omniprésent. Je n'invente rien, je ne fais que constater. Ah, ok, j'ai plus de place. Alors attendez, comment on fait pour combattre déjà? Parce que oh mince, j'ai pris un granulé de monstre sans faire exprès. On combat comme ça, ok. Alors en même temps qu'on va avancer, eh bien si vous le voulez bien, je vais vous lire
mon petit texte, qui commençait par un bonum diem à tous. Vous le savez, je salue toujours comme ça. Donc bonum diem, je sais pas si vous le savez, mais ça veut dire bonjour en latin, tout simplement. Donc du coup, votre chasseur dévoué, on va commencer à... Donc je disais que je me contente de lire ce que j'ai écrit. Bloodborne donc est un jeu vidéo développé par From Software et Japan Studio qui est sorti en 2015 sur PS4. C'est une exclusivité donc de la PS4, c'est un action RPG qui se déroule dans un monde que l'on peut qualifier de sombre, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est donc je disais c'est entre de la dark fantasy et du steampunk. Je suis pas certain pour le steampunk mais ça pose un petit peu l'ambiance. Et c'est un jeu vidéo qui comporte de nombreuses références culturelles, évidemment, mythes, légendes, littérature, histoire. Donc vraiment, c'est un jeu que l'on peut longuement étudier sans jamais venir à bout de toutes les références qu'il contient. Donc en somme, l'univers est très riche, et comme d'habitude, notre objectif sera de découvrir un maximum de références culturelles. Donc ça, c'est ce que j'écrivais dans mon introduction. Donc on continue l'introduction. Alors avant de commencer, qu'est-ce qui se passe dans Bloodborne? Donc oui, petit tour d'horizon. Si vous avez suivi mon let's play sur Bloodborne, vous savez ce qu'il en est. Pour les autres, je vous invite soit à aller jeter un oeil à mon let's play Culture and Chill dans lequel j'ai déjà abordé plusieurs des références culturelles que nous allons aborder ici plus en détail. Ou bien, si vous n'avez pas le temps, je vais vous faire un très bref résumé. Alors attendez. En même temps, je vais tenter de les combattre. Alors, pas évident de lire en même temps. Donc dans Bloodborne, nous incarnons un chasseur en quête d'un remède pour soigner sa maladie. Une maladie qui risque de le transformer en bête. Début du jeu donc, nous sommes dans une clinique, quelqu'un nous fait une transfusion de sang, l'ambiance est pour le moins cauchemardesque, au sens propre du terme. C'est-à-dire que nous ne savons pas si nous sommes éveillés ou endormis. Est-ce réel? Est-ce seulement un mauvais rêve? Bref, en tout cas, dès le réveil du personnage, nous découvrons peu à peu notre environnement. Nous sommes à Yharnam. Hop, je vais avancer au fur et à mesure. Une ville contaminée. Je peux vous le mettre si vous voulez en vis-à-vis. Comme ça vous pouvez voir les trois écrans en même temps. Une ville contaminée par une maladie étrange qui transforme les gens en bêtes. Aïe 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 aïe. Oh, c'est qu'ils font du dégât quand même. Transforme les gens en bêtes, je disais. Les chasseurs sont là pour combattre ces bêtes justement à éviter que le mal se propage. La nuit est en train de tomber. Hop. Pas qu'on puisse se promener paisible là s'il n'y avait pas tous ces monstres. On serait tranquille. Alors, qu'est-ce que je disais? La nuit est en train de tomber, l'aube est loin, très loin, cette nuit qui tombe, c'est la métaphore de l'inconscient humain qui se manifeste notamment à travers les rêves, la nuit, lorsque nous dormons. Bref, la narration se fait par parcimonie. Dans ce jeu, pas de longue cinématique, c'est au joueur de rassembler les pièces du puzzle pour comprendre ce qu'il se passe. Au fond, nous sommes au même niveau que notre personnage, nous découvrons ensemble. Ce qui donne un sentiment particulier que je ne saurais vraiment décrire. Il y a quelque chose de mystique dans ce jeu. Bloodborne, c'est un voyage à travers l'esprit humain. Je me suis souvent répété qu'en fait, les gens qui se transforment en bêtes, ce sont des métaphores. Nous avons une part de bestialité qui peut se manifester n'importe quand. Nous luttons pour ne pas nous transformer. Le chasseur que nous incarnons sera souvent amené à passer par le rêve du chasseur. C'est un lieu qui semble ailleurs, en dehors de la réalité. Si réalité il y a. En tout cas, pas sur le même plan que Yharnam. Ce rêve du chasseur est paisible, la poupée nous attend patiemment, elle est notre soutien, elle n'a qu'un désir, nous aider, voire même nous aimer. Ah oui, je l'avais oublié, lui qui est juste dans l'angle. Vite, avant que ce soit trop tard. Comment on fait pour prendre une... Ok, super, une fiole de sang. Il y a aussi un personnage mystérieux, Gehrman, le premier chasseur. Les principales sources d'inspiration de Bloodborne se trouvent vraisemblablement dans les nouvelles fantastiques de Howard Phillips Lovecraft. Et pour ce qui est du décor, de l'architecture et des lieux, on a donc des références visiblement donc au néo-gothique comme on a dit, des références à la Roumanie et à la République tchèque d'après ce que j'avais trouvé, à l'époque victorienne évidemment, l'époque victorienne donc 19e siècle. Hop, comment on fait des esquives déjà? Vite, vite, faut que je fuis. Aïe 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 aïe, j'ai pris des risques en avançant comme ceci. Se promener tout en lisant, c'est vraiment une galère. Mais bon, je voulais vraiment vous montrer quand même au fur et à mesure les éléments du jeu. Donc on va un peu nettoyer la zone et puis après on pourra se promener plus paisiblement, je pense. Aïe, aïe, aïe. Là, super, on les a eus. Donc des références même à Gotham City d'après ce que j'avais vu, à Dracula de Bram Stoker, etc. Au Gothic Revival Architecture.
Donc voilà, pas mal de choses comme référence. Alors, commençons donc par l'influence des récits de Howard Philip Lovecraft. À l'époque où j'ai écrit ce script, il faut savoir quelque chose. Donc là, c'est pas écrit dans mon script. À l'époque où j'ai écrit ce script, je n'avais pas encore lu des nouvelles de de Lovecraft. Je connaissais Lovecraft, je savais plus ou moins de quoi parlaient les nouvelles, mais j'en avais encore jamais lu. Donc du coup, j'avais une connaissance qui est moins bonne que maintenant. Depuis, j'en ai lu, et effectivement, quand on lit Lovecraft, on peut pas s'empêcher de penser à Bloodborne, ou bien quand on joue à Bloodborne, on peut pas s'empêcher de penser à Lovecraft. Alors attendez, faut pas insister surtout. Hop, j'avance. Là. Voilà. Donc maintenant que je vous ai dit ceci, on va pouvoir continuer. Ok. Là. Voilà, super. Je vais aller battre le chasseur qu'il y a là en haut. Comment on fait pour courir déjà? Je me souviens plus. Ah oui, on reste appuyé sur rond. Là, lui, il est quick. Hop, 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 hop. J'avais oublié. C'est qu'il y a les chiens aussi. Faut que je me méfie parce que les chiens, c'est une galère dans Bloodborne. C'est mon angoisse. Alors, du coup, on va repasser sur... Comme ça, et je vais vous lire. L'influence des récits de Howard Philip Lovecraft. Donc Hidetaka Miyazaki, le président de From Software, a voulu retranscrire l'ambiance des récits de Lovecraft. Il voulait créer un jeu dans un univers similaire à celui des romans et nouvelles de Lovecraft. Alors Lovecraft, qui c'est? Il est né en 1890, il est mort en 1900... Hop, je vais me retrouver bloqué. Il est mort en 1937, disais-je. Et c'est un écrivain donc américain qui est connu notamment pour le mythe qu'il a créé à travers ses écrits, à savoir le fameux mythe de Cthulhu, qui est très connu. Il est l'auteur de plusieurs romans et nouvelles fantastiques et d'horreur, dont L'Appel de Cthulhu, donc. Où est-ce qu'ils sont, les chiens? Hop, 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 ils sont là. Screamer. Et donc, qu'est-ce que je disais, moi? Quels sont les thèmes de prédilection de Lovecraft? Eh bien, c'est notamment l'horreur cosmique. Et vous me demandez, mais qu'est-ce que l'horreur cosmique? C'est une notion qui est développée par Lovecraft et selon laquelle l'être humain est une créature tout à fait insignifiante à l'échelle du cosmos, qui lui est infini. En somme, selon cette notion, dans le cosmos, il n'y a pas de présence divine à proprement parler. Et les humains sont à la merci d'entités cosmiques beaucoup plus grandes et intelligentes qu'eux. Ces entités peuvent évoquer des sortes de divinités, mais pour Lovecraft, ce n'en est pas. Si vous avez joué à Bloodborne, vous avez sans doute croisé la route de grands anciens. Un grand ancien est une espèce d'entité cosmique qui dépasse l'entendement humain. Eh bien, cette idée de grand ancien provient donc des écrits de Lovecraft, pardon. Même si pour lui, il ne s'agissait pas de divinité. Comme je l'ai dit, pour lui, il n'y a pas de présence divine. Lovecraft était un athée. Cela suppose que l'humanité n'est qu'un amas de créatures insignifiantes par rapport à l'échelle cosmique où des forces et des créatures luttent pour des enjeux qui, encore une fois, nous dépassent. Ces créatures dépassant l'homme sont pour Lovecraft indifférentes à notre égard tant nous sommes insignifiants. Et d'ailleurs, je précisais entre parenthèses, dans Bloodborne, les grands anciens ne peuvent pas se reproduire entre eux et ils essayent d'utiliser les hommes comme un intermédiaire pour avoir une descendance, ce qui explique pourquoi les grands anciens s'intéressent un petit peu à l'humanité. Dans Bloodborne, c'est pour pouvoir se reproduire. Ils ont besoin d'un intermédiaire. L'humain, par ses limites, ne peut pas comprendre ce qui l'entoure. Il ne voit pas, il ne sait pas. Dans Bloodborne, à l'université de Byrgenwerth, Maître Willem et ses disciples étudient le cosmos, les grands, et la façon dont l'humanité pourrait être élevée, notamment en utilisant la lucidité. L'amour de la connaissance, l'accès à la sagesse des grands anciens est un thème récurrent dans Bloodborne. Par la connaissance, les savants de Byrgenwerth souhaitent transcender leurs conditions humaines pour atteindre cette connaissance. Pour atteindre cette connaissance, ils cherchent du côté des grands. Rome est une tentative ratée de transformer l'homme en grand. Cette quête de la vérité est un thème récurrent chez Lovecraft. D'ailleurs, la lucidité dans Bloodborne permet de voir ce que, autrement, nous ne pourrions pas voir. Pour voir Amidala, par exemple, il faut 40 en lucidité, ou bien avoir vaincu Rome, l'araignée stupide, un homme qui a essayé de se transformer en grand, comme nous le disions. Il est à signaler que le visage, enfin si on peut parler de visage, d'Amidala avec ses espèces de tentacules évoque un petit peu le visage de Cthulhu. Donc là, Amidala, on n'en aura pas un sous les yeux malheureusement, donc je vais vous montrer. Regardez Amidala. Amidala. Pas ça, Bloodborne. Ouais, voilà, super. Je vous montre Amidala.
Voilà, sur cette image par exemple, et je vous montre une représentation de Cthulhu. Image, hop, par exemple celle-ci, on a un petit air de famille, disons, entre Cthulhu et Amidala. Je l'ai lu, hein, l'appel de Cthulhu, c'est vraiment une nouvelle fantastique très intéressante, je vous invite à la découvrir. Voilà, donc repartons sur notre jeu. Alors attendez. Éventuellement, je peux le mettre en plus... Non. Comment j'ai fait? Je suis en train de switcher entre les différents écrans pour voir ce qui pourrait être le mieux. Je vais repartir comme ça et je vais continuer de lire. Comme ça, vous aurez l'écran en plus grand. L'écran du jeu, ça vous permet de voir un petit peu à quoi ressemble le jeu si vous y avez jamais joué. Et je vais continuer donc ma lecture. On alternera entre les différents écrans. Alors, le thème de la folie est souvent abordé par Lovecraft. Ces personnages sont souvent au bord de la folie, notamment pour les raisons que nous venons d'évoquer. En découvrant leur insignifiance et surtout leur incapacité à changer quoi que ce soit dans l'univers, ni même à le comprendre, cela plonge en fait ces personnages dans la terreur. Une terreur immense, aussi grande que l'infini de l'univers. Lovecraft voulait montrer que le cosmos n'est centré... Lovecraft voulait montrer que le cosmos n'est centré autour de l'être humain. N'est pas centré. J'ai dû oublier un mot là. Lovecraft voulait montrer que le cosmos n'est pas centré autour de l'être humain et que nous n'occupons en rien une place privilégiée et qu'au contraire nous ne sommes rien. J'insiste vraiment là-dessus. Imaginez la terreur de comprendre cela. Pendant que je vous raconte tout ça, peut-être qu'effectivement il y a des entités que je ne peux même pas voir car dépassant mon entendement. En somme, les grands anciens, l'insignifiance de l'homme, les limites de l'homme, le thème de la folie et l'ambiance générale de Bloodborne s'inspirent, donc on le voit grandement, des écrits de Lovecraft. Enfin, en même temps je me déplace un petit peu, il est à noter que Lovecraft est, d'après ce que j'ai pu découvrir sur lui, influencé par la théosophie. Alors qu'est-ce que... Ouh, des chiens. Vite, faut que je les batte avant que ce soit trop galère. Qu'est-ce que la théosophie, disais-je? Étymologiquement, théosophie veut dire sagesse de Dieu. Donc, on retrouve le thème de la sagesse, d'une sagesse supérieure donc. Même si les grands ne sont pas des dieux à proprement parler selon Lovecraft, difficile de ne pas faire un parallèle. La théosophie peut se diviser en deux branches, disons. Une branche ancienne qui remonterait à l'Antiquité et qui aurait été continuée en Occident par la théosophie chrétienne, et une seconde branche, la théosophie moderne. Cette théosophie moderne... Oui. Cette attaque viscérale, ce qui fait plaisir. Et une seconde branche, dont je disais la théosophie moderne. Cette théosophie moderne prend racine à la fin du 19e siècle. Lovecraft a vécu à la même époque, donc l'influence n'est pas un hasard. Cette théosophie moderne entend revenir à une tradition antique. Toutes les religions et philosophies ne sont que des fragments d'une vérité universelle. En somme, la théosophie... D'ailleurs, je dis théosophie, mais peut-être que ça se dit théosophie, comme dans philosophie. Je sais pas. Mais je vais dire théosophie pour l'instant. Donc je disais, en somme, la théosophie moderne repose sur un syncrétisme, c'est-à-dire une combinaison de doctrines religieuses et philosophiques différentes. Elle n'exclut rien, au contraire, elle absorbe tout. Cette croyance en une vérité ancienne et universelle qui fut perdue, ou plutôt divisée en fragments au fil du temps, se retrouve dans Bloodborne à travers l'ancienne civilisation phtumérienne. En effet, au fil du temps, se retrouve dans Bloodborne... En effet, les phtumériens étaient des êtres surhumains qui avaient atteint... la sagesse des grands. C'est une civilisation qui est éteinte au moment où se déroule l'action décrite dans le jeu. Ces phtumériens furent donc les premiers à découvrir et à entrer en contact avec les grands. L'université de Byrgenwerth ne fait que reprendre un cheminement qui a déjà été fait pour retrouver cette sagesse, cette vérité originale. Donc voilà pour la première partie de... Voilà donc pour la première partie de mon script. Hop, si je le remets comme ça, vous voyez, on a lu l'introduction. Alors si vous voulez les sources que j'ai trouvées sur internet, si ça vous intéresse, je peux évidemment vous en faire un copier-coller pour que vous puissiez aller voir où j'ai pu trouver toutes ces informations. Voilà, donc introduction, je disais, première partie,
Et là, on en serait à la deuxième partie. Je sais pas si je fais tout en une vidéo ou si du coup j'en fais... Ou si je fais une deuxième vidéo. Je sais pas. En tout cas, avant de passer à la suite, ce que je vais vous montrer, c'est donc Lovecraft. Voici qui il est. Donc une petite image de qui est Lovecraft. Avec du coup, passage sur sa jeunesse, etc. Petite illustration donc sur certaines de ses nouvelles. Et puis voilà. Voilà, c'était Amidala. Et ce que je vais faire, effectivement, on est à 20 minutes. Je vais pas faire des épisodes trop longs. Comme je vous lis un script, c'est pas évident. J'avance en même temps. Mais du coup, comme vous le savez, c'est pas évident du tout. Mais comme je veux vous le lire en entier, parce que depuis le temps qu'il est écrit, il faut absolument que je vous le transmette, c'est dommage. Alors je me dis qu'on va... Ouh, alors là, faut se méfier, on est sur le pont. Je sais qu'il y a des loups-garous. Et regardez au loin, regardez un petit peu. Attendez, je vais vous le remettre comme ça. Regardez. Le level design de ce jeu est magnifique. Donc comme je vous disais, je vais finir de vous lire mon petit script que j'avais écrit pour l'époque. Hop, petite attaque viscérale. Je vais juste battre les loups-garous pour qu'on puisse se promener dans l'épisode prochain. Donc je vais faire plusieurs épisodes, plusieurs promenades Culture and Chill sur Bloodborne afin de vous présenter tout mon script sans que ce soit trop long. Et je vais me débarrasser d'eux pour qu'on puisse revenir se promener peinard. Allez, allez, allez. On y est presque. Super, lui il est quick. Et je vais aller achever le prochain. Ouais, aïe, 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 aïe. Ce serait dommage de mourir maintenant. Ouf. J'ai un peu paniqué, j'ai un petit peu appuyé sur tous les boutons. Je suis pas aussi doué qu'avant. Mais bon, ça revient vite après ça. Donc c'est pas grave. Donc comme je vous dis, prochain épisode, on lit la suite. On partira de la partie... On en était à la partie 2. L'influence de Dracula de Bram Stoker. Voilà, donc je vous en dis pas plus pour cette promenade. On en fera donc, je pense qu'on va faire peut-être 2 ou 3 promenades. On verra le temps que ça nous prend pour vraiment présenter tout ce script. J'espère que ça vous intéresse, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Je vous dis à la prochaine fois, c'était l'Euro l'Histoire pour vous servir.